Bonjour à tous, bon midi en ce lundi 22 septembre 2025. Très heureux de vous retrouver. Mon nom est Jean-Pierre Dussault, investisseur, bien sûr, coach, formateur, accompagné de notre président ce midi, M. Yvan Cournoyer. Salut Yvan. Salut Jean-Pierre, bonjour tout le monde. Merci d'être là en grand nombre. Ben oui, certainement. On est très heureux de vous accueillir. On se dirige tranquillement vers la fin du mois. On espère que vous allez bien. On a eu des bonnes nouvelles récemment avec la baisse du taux directeur et c'est ce dont on va discuter ce midi avec notre invité qui est avec nous en studio déjà et qu'on vous présente, M. Christian Pomerleau de PMML. Bonjour Christian. Oui, bonjour messieurs. Bonjour à tout le monde qui est sur le show aujourd'hui. Good. Donc, ça va bien? Ça va extrêmement bien. Un beau sourire, c'est de bon augure. Donc, les gens bougent, les gens achètent, les gens refinancent. Oui, c'est un peu tout ça. On est toujours très occupés. Hein. On dirait que des fois, on ne sent même pas la baisse. On voit les défis qu'il y a dans le marché, mais je pense qu'il y a tellement de volume qui rentre que finalement, on continue. Là. Nous autres, on est en pleine croissance encore. Bravo, bravo. Est-ce que tu sens une meilleure confiance? Peut-être des gens, on en parlait avant le début, des gens qui ont peut-être prolongé, allongé des financements pour se rendre à cette période-ci, ou est-ce que là, on revient avec des taux pas mal plus intéressants? Ben, c'est clair que pour des investisseurs, des constructeurs, à chaque baisse de taux, ça leur fait du bien, ça allège le financement. On sait que le financement, c'est le nerf de la guerre dans les dossiers et les transactions. Puis, comme tu dis, ben, c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui étaient très actifs encore, qui ont continué à manœuvrer malgré tout ça. Mais pour quelques-uns qui avaient le pied encore un petit peu sur le frein, cette baisse-là, puis aussi, on va pouvoir en parler pendant le show, mais il risque d'avoir d'autres baisses aussi. Ben, oui, il y a de la motivation, il y a de l'optimisme dans l'air. Excellent. Ben, c'est bon signe. La table est mise, les amis. On va attendre vos questions comme à chaque lundi dans le chat. On reçoit ça live en direct et on vous demande des questions, évidemment, qui peuvent servir à l'ensemble de nos auditeurs. Les questions plus pointues sur votre immeuble, 6 logements, tant de revenus, blabla. C'est des fois un peu trop spécifique. Donc, à ce moment-là, on vous invite à consulter directement des gens, entre autres de l'équipe de Christian Pomerleau, pour avoir des scénarios de financement de cet immeuble-là en question. On revient à notre sujet du jour, à notre invité du jour, dis-je, M. Christian Pomerleau, courtier hypothécaire, PMML, donc un expert qui est là, un senior, hein, qui a le titre maintenant, je pense, Christian, de VP ou… En fait, Jean-Pierre, tantôt, tu as parlé de mon équipe, puis mon équipe s'est beaucoup agrandie. Parce que maintenant, c'est ça, je suis rendu managing partner et puis je m'occupe de toute la division hypothécaire de PMML, ce qui veut dire tous les courtiers. On a une 50aine de courtiers à travers le Québec. Évidemment, en plus, on est en train de prendre l'expansion en Ontario. On est en train d'en prendre de l'autre côté aussi, du côté du Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse. Fait que on va vraiment s'étaler dans tout le Canada, mais pour l'instant aussi, ben, notre équipe, on va consolider puis continuer à faire croître notre équipe québécoise. Mais là, je m'occupe de tout le monde. Puis la qualité de nos courtiers est vraiment spéciale. On en parlait un petit peu au début. Là, fait que je suis très content de ce nouveau poste et puis de ce nouveau challenge. Super, félicitations. Bravo, tu le mérites. Ça fait longtemps que tu es là, Christian. Tu as toujours été comme une référence. Il me semble que je te vois autour du club depuis aussi longtemps que je me souvienne. Donc, bravo, ça te revient. On part avec les questions, les amis. Déjà quelques-unes. Yvan, je ne sais pas si… Oui. Peut-être d'entrée de jeu, avant de rentrer dans les questions proprement dites, peut-être y aller avec ce que tu parlais en amont, Jean-Pierre, avec le petit lexique pour essayer de démêler tout le monde un peu avec les termes, parce que là, Christian va parler de termes, puis il n'y a peut-être pas tout le monde qui sont familiers avec les termes. Donc, peut-être faire un petit topo de ces termes-là, oui. Jean-Pierre et Christian. Oui, certainement. Oui. Taux directeur, un CMB, un spread, un taux de qualification. Comment on se retrouve? On part avec quoi, Christian? Oui, il y a beaucoup de taux là-dedans, c'est vrai. En fait, l'annonce, l'émission qu'on fait aujourd'hui, c'est justement parce qu'il y a eu un changement dans la politique monétaire. Donc, la semaine passée, il y a eu un changement au niveau du taux directeur. Mais le taux directeur, c'est quoi cette histoire-là? Ça représente quoi? En fait, c'est la Banque du Canada.
ont ce qu'on appelle une politique monétaire. La politique monétaire est vraiment gérée par le taux directeur qu'ils vont mettre. Puis là, en une phrase et demie, là, ce que c'est le taux directeur, c'est le taux de base qui va vraiment être la référence pour, tu sais, les banques, à tous les jours, là, ils se prêtent de l'argent. Une banque qui a un peu moins d'argent va en prendre une d'une banque qui en a un surplus et le lendemain, c'est peut-être l'autre. Mais à tous les jours, ils vont se faire des prêts d'argent quand même assez importants. Et puis, ils ont besoin d'un taux de référence, puis c'est le fameux taux directeur. Fait que ça, c'est un taux, le taux directeur, c'est vraiment la Banque du Canada qui va choisir s'il monte ou s'il descend. Là, en ce moment, on a vu qu'il est rendu à 2,5. Fait que faut juste retenir que le taux directeur est rendu à 2,5. Il a baissé de 25 points la semaine dernière. Ça faisait quand même un bout de temps qu'il était en statu quo. Je pense depuis à peu près, depuis le mois de mars, qu'il n'y avait pas eu de changement du tout. Il était toujours resté à 2,75. Là, il a baissé à 2,5. Mais ce taux directeur-là, finalement, va permettre de savoir pour les banques, il y a un autre taux, on n'avait même pas parlé tantôt, mais il y a un autre taux qui est important, c'est le taux préférentiel. Celui-là, il est assez connu de monsieur, madame, tout le monde, parce que quand on va à la banque, on va avoir un prêt, puis souvent la banque va nous dire, ben, tu vas avoir un taux au prêt au taux préférentiel, ton prêt au taux préférentiel. Fait que, il est à 4,70. Lui, là, aussitôt que la banque a fait un changement au niveau de son taux directeur, il a baissé du même montant. Les banques vont toutes ensuite afficher leur taux préférentiel le lendemain. Là, ils l'ont passé de 4,95 à 4,70. Là, ben maintenant, quand on prend, admettons, un prêt voiture, ben on va dire c'est le taux préférentiel plus, mettons, 4 %, ce qui va nous donner un taux d'à peu près peut-être 8,70, quelque chose comme ça. Fait, des fois, on peut avoir même des taux avec un rabais. On peut avoir taux préférentiel moins 1,5 % quand on est un bon client, un bon payeur, qu'on a des bonnes liquidités. Fait que dans ce temps-là, on peut avoir des taux à rabais aussi. Fait que ça, c'est le deuxième taux. Et ce qui est important pour nous autres, parce qu'on va souvent parler de financement de multilogement, puis quand on parle de multilogement, on va se baser sur les CMB, qui est le Canadian Mortgage Bonds ou les obligations hypothécaires du Canada. Puis ça, c'est une base vraiment importante parce que quand la banque, on va vouloir demander un prêt, il va falloir se baser soit sur leur coût des fonds ou le CMB. Puis le CMB, on peut le suivre un peu là, parce que lui, il est basé sur une autre obligation qui est une obligation gouvernementale de 5 ans. Et puis, voyez-vous, juste pour donner des chiffres en perspective, l'obligation aujourd'hui de 5 ans est à 2,68. Là. Juste avant d'aller en onde, je savais qu'on allait en parler, fait que je suis allé vérifier, fait qu'il est à 2,68 arrondi. Et puis, ça, c'est une obligation qui se transige, là. N'importe qui peut acheter cette obligation du gouvernement-là là, de 5 ans. Puis là, ben, cette base-là sert à créer le CMB. Fait que le CMB, ou les obligations hypothécaires du Canada, c'est ceux qui vont être transigés pour pouvoir nous donner nos prêts ou les prêts dans le multilogement. Fait qu'en ce moment, le CMB est 26 ou 27 points de plus que les fameuses obligations dont je parlais tantôt, ce qui nous donne un CMB à peu près à 2,95. Là, je ne l'ai même pas aujourd'hui parce que pour moi, il n'était pas encore sorti. L'histoire dans tout ça, c'est que les taux changent constamment. Tu sais, des fois, il y en a qui disent ça change aux heures. Ça ne change pas aux heures, ça change aux minutes. Ça change constamment, ces taux-là. Mais c'est rare que dans une journée, il peut y avoir des fluctuations de 2, 3, 4 points, puis ça peut arriver des fois qu'on peut avoir 10, 15, 20 points. C'est arrivé dans le passé, des chutes ou des hausses dans la même journée. Mais souvent, ça va osciller de quelques points. Et que là, maintenant, ça nous amène que là, on a un CMB, puis au-dessus du CMB, bien, la banque doit prendre son frais. Donc, on appelle ça, dans la terminologie anglophone, on appelle ça le spread. C'est plutôt l'écart. Donc, la banque se prend un écart pour payer son profit, pour payer sa gestion, puis tout ça. Puis un écart qui va dépendre de la grosseur du prêt. Ça, c'est très important. Quelqu'un qui arrive avec un prêt de 1 million va peut-être voir, quelqu'un va dire, ah, c'est CMB plus 1 ou CMB plus 1,10. Fait comme le CMB est à 2,95, 1,10 de plus, ça nous amène à 4,05. Fait que c'est comme ça que va se calculer
si on est à 1,10 de plus. Si on est à 1 de plus, ben, ça va être 3,95. Ça nous donne notre taux qu'on devrait avoir cette journée-là si on l'avait transigé. Et puis ensuite, si on prend un plus gros prêt, si on arrive avec un prêt de 7, 8, 9, 10 millions, ben là, probablement qu'on peut avoir CMB plus environ 50, 55 points. Fait que ça nous donne une idée, là, plus le prêt est gros, plus la banque va prendre moins de profit, c'est moins de gestion aussi, puis plus le client va avoir un meilleur taux. Et après ça, ben, nous autres, comme courtiers, ben, on regarde le marché, on regarde 3, 4 banques, puis on regarde comment est-ce qu'ils vont mettre de spread au décor sur le CMB. Fait que, et là, parce que chacune des banques va y aller avec son spread personnel. Oui, exact. Tu sais, souvent, ils suivent là, parce qu'ils veulent quand même être compétitifs. Mais tu sais, sur un prêt de 20-25 millions, 2 pins, 3 pins, on appelle ça des pins, mais 2-3 points de différence, ça peut être énorme, là, ça peut être important. Donc, c'est pour ça que nous autres, un courtier, à partir du moment où il a fait un bon montage, qu'il a présenté son dossier, il va regarder un petit peu qu'est-ce qu'il y a sur le marché. Ben là, va peut-être prendre une banque puis les coincer un petit peu, les soincer un petit peu plus pour avoir un meilleur taux. Puis, c'est un peu ça le travail de négociation qui est fait par le courtier, là. Et lorsqu'on parle, Christian, du coût des fonds, est-ce que c'est ce que tu expliques en ce moment? Oui, ben en fait, le coût des fonds, quand on utilise le CMB, ça va être la base du CMB, mais il y a certaines institutions financières qui ne vont pas titriser leurs fonds de la même façon. Ça serait comme une autre explication de la titrisation, peut-être un petit peu trop long à faire ici, là, mais ne vont pas titriser. Fait que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre leur propre fonds, vont prendre leur propre coût des fonds, qui est basé sur leur capacité à emprunter. En réalité, c'est un petit peu ça qui fait le coût des fonds. Puis, quand ils vont faire ce coût des fonds-là, ben, si le coût des fonds il est plus élevé que le CMB, bon, on s'attend à ce que le spread soit un peu plus bas parce qu'il faut quand même qu'il arrive à un taux qui soit raisonnable, qui soit comparatif à l'autre. Puis, quand on tombe dans le conventionnel, fait que là, on n'est plus dans le prêt assuré CHL. Si on est en prêt conventionnel, là, on va tout le temps parler de coût des fonds, c'est-à-dire le coût de base que la banque a puis qu'elle est prête à faire son prêt. Au-dessus du coût des fonds, ben, il va avoir les fameux écarts pour comme je disais, le profit, puis la gestion. Mais aussi dans le conventionnel, des fois, surtout quand on commence à tomber dans l'industriel ou des tours à bureau, du retail, des choses comme ça, et il pourrait aussi avoir une prime de risque qui est rajoutée, qui peut être quelques points dépendant du risque du dossier ou du risque du client. Fait qu'on a souvent ça, l'écart plus la prime de risque. Intéressant. Il y a des questions qui popent, mais peut-être tomber. Oui, Yvan, avais-tu quelque chose? Ben, c'est ça, en fait, je voulais peut-être y aller avec une question en lien un peu avec tout ça, puis faire un résumé de l'impact, en fait, du taux directeur sur notre portefeuille immobilier. C'est Marguerite qui demande ça. Donc, on avait ça comme titre aujourd'hui, l'impact du taux directeur. Donc, si tu résumes ça, parce que c'est peut-être un peu complexe, mais si tu résumes ça, l'impact du taux directeur sur notre portefeuille immobilier, multilogement, évidemment, non? En fait, ce qui est intéressant, c'est que ben, c'est surtout quand on arrive en acquisition ou qu'on arrive en refinancement, ben, les investisseurs sont toujours très, très, très excités ou deviennent optimistes avec une baisse de taux parce que ça veut dire une baisse de taux quand le CMB, puis là, il faut s'entendre aussi là, parce que dans le marché du multilogement, la baisse de taux n'est pas nécessairement reflétée tout de suite parce que la plupart du temps, le marché l'a anticipé. Parce que je vous ai dit tantôt, c'est basé sur les obligations du gouvernement de 5 ans. Fait que ces obligations-là sont transigées sur le marché, puis le marché va décider d'en acheter plus ou d'en acheter moins, dépendant de leur confiance, dépendant des nouvelles qui s'en viennent. Fait que dans ce cas-ci, notre marché, là, depuis 1 mois, a anticipé qu'il allait avoir une baisse la semaine passée. Fait que là, on a déjà vu les CMB baisser, donc depuis 1 mois, les gens en ont déjà profité. Qu'est-ce que ça veut dire sur un portefeuille immobilier? Mais c'est juste positif parce qu'en réalité, à partir du moment où on est encore actif sur le marché, bon, on sent qu'on va pouvoir aller chercher un meilleur financement, donc plus d'argent parce que le taux a baissé. On vient de le vivre avec les CMB qui ont baissé.
Et puis pour des acquisitions ou surtout la construction, là, sont tellement dépendants d'avoir un bon taux. Pour ceux qui vont figer leur taux tout de suite parce qu'ils font une construction SCHL, ben ça, c'est important. Il y a d'autres modèles aussi. Tu sais, il y a moyen d'essayer surtout si on prévoit que les taux vont baisser dans le futur, les gens qui sont un petit peu plus liquides, c'est intéressant pour eux de rester peut-être avant de s'en aller à SCHL, de rester du côté conventionnel. Là, dans ce temps-là, ils vont avoir le meilleur des deux mondes. Mais il faut être liquide parce que ça va prendre plus d'argent pour le travailler en conventionnel pour la première année. Fait que c'est positif sur un portefeuille immobilier, une baisse de taux. Absolument. Très, très bon. Et j'aimerais que tu fasses une petite parenthèse, Christian, sur, on en parlait avant le show, justement, ben, vos équipes sont là pour s'assurer de la conformité des dossiers, mais de l'importance d'être bien préparé pour un emprunteur, d'avoir ces documents numérisés, classés, à portée de main, partager peut-être un lien sur un drive ou du moins les envoyer numérisés par courriel selon la taille. Mais l'importance, parce que je présume que vous voulez danser avec des gens qui veulent et qui savent danser. Donc, l'importance de la collaboration entre vous, courtiers hypothécaires, et les emprunteurs qui sommes nous, les investisseurs. Ben, merci Jean-Pierre parce que tu amènes un excellent point. On est dans un marché présentement où est-ce que les délais sont très longs. Ce qui nous fait le plus mal, je dirais, c'est des clients qui n'ont pas transigé depuis au moins 4-5 ans. Donc, du monde qui ont leur dernière transaction, ils l'ont faite il y a 10 ans ou il y a 8 ans ou il y a 4 ans. Puis aujourd'hui, ils arrivent là où est-ce qu'on demande 2 fois plus de documentation, réellement là, 2 fois plus. Je me souviens, tu sais, Josiane, ma fille, c'était mon analyste. Puis elle me disait, à un moment donné, c'est incroyable, pour faire le même dossier maintenant, ça prend 1 journée et quart au lieu d'en prendre une demi-journée. C'est beaucoup de va-et-vient. Fait que la préparation, c'est la clé. Les délais sont tellement longs déjà avec la SCHL. On pourra en parler plus tard s'il y a du monde qui veut plus de détails là-dessus. Puis les délais bancaires aussi. Fait que si en plus de ça, les clients prennent énormément de temps pour nous envoyer la documentation ou nous envoient une documentation qui n'est pas fiable ou utilisable, ben là, c'est sûr que ça met beaucoup de temps. Parce que ce qui se passe souvent, c'est que les clients qui nous contactent disent « OK, je suis prêt à commencer », puis dans sa tête, sa date, c'est là. Admettons, je ne sais pas moi, le 1er avril. Mais si ça prend 2 mois et demi avant d'avoir la totalité de leurs documents, pour nous autres, la date, elle ne commence pas le 1er avril, elle commence maintenant. Parce que c'est à partir de là qu'on peut utiliser les informations. Donc, la SCHL est vraiment méticuleuse, mais picky, comme ça se peut pas. C'est rendu maintenant que si on envoie un relevé, mettons, d'Hydro-Québec qui a plus que 60 jours, ils vont nous redemander un nouveau document. C'est rendu que si on ne donne pas la facture du relevé de taxes, ça ne fonctionne pas. On ne peut plus imprimer comme on faisait avant un relevé de taxes municipales ou scolaires puis l'envoyer. Ils veulent littéralement le compte de taxes que le client a reçu et rien d'autre. Sinon, les dossiers sont rejetés. Fait qu'une préparation, là, c'est vraiment majeur. Votre courtier va vous dire exactement ce que vous avez besoin, dans quel format on en a besoin. Les screenshots, là, quasiment toutes les banques les refusent maintenant. Fait que, il faut vraiment suivre la recette puis le modèle. Puis après ça, le courtier, avec son équipe, est capable de faire un montage béton tellement fort. On met de l'histoire, on met de l'explication, les justifications, puis toutes nos pièces qu'on doit démontrer pour prouver que le dossier il est solide puis il est bien présentable, ben, ils vont être à 100% bonnes. Fait que vraiment important de travailler avec son courtier. Fait que c'est pas par rapport à nous, là, si des gens traitent avec vos équipes et qui disent tabarnouche, si ça chante sur moi, c'est quoi cette histoire-là? Il faut que je fournisse un vrai compte de taxes. Ben non, je suis allé sur le lien de la ville. C'est des standardisations, c'est de la conformité, c'est des règles que vous appliquez pour mettre les chances que le dossier fonctionne le mieux possible.
Absolument. Puis écoute, des fois, même nous autres, on trouve ça aberrant. Ça n'a comme pas d'allure, mais on n'a pas le choix de jouer la game. Puis on veut le faire comme il faut parce qu'on n'a pas le goût de présenter un dossier 2, 3 fois. Fait que tant qu'à faire, on va le faire comme il faut dès le début. Puis à partir du moment où on ne nous exige plus une. Parce qu'à un moment donné, il était venu un temps où est-ce que certaines institutions financières nous demandaient même des preuves de revenus. Là, on s'est dit, voyons, ils s'en vont où, là? Des preuves de revenus de temps. Personnel? Oui, des preuves de revenus Ouais, c'est ça. Ouais. Okay. Ça n'a pas duré longtemps, mais à partir du moment où ils ont arrêté de faire ça, bien évidemment, on a enlevé ça de nos listes. Nous autres, le but, ça serait d'alléger ça le plus possible pour le client, de rendre ça facile, c'est ce qu'on veut faire, mais il reste que c'est les instances gouvernementales, c'est la SCHL, ce sont les banques. Il y a eu plusieurs banques, il faut le dire, dans les 2 dernières années qui ont été vraiment vérifiées par la SCHL. Ils ont été scrutés à la loupe sur leur fonctionnement, puis tout ça. Puis tout le monde s'en est sorti, mais c'est juste que maintenant, les balises sont pas mal plus serrées, tous les paramètres pour travailler, puis la documentation à fournir, on le voit partout, là. On peut nommer n'importe quelle banque qui sont beaucoup plus à cheval sur l'information qu'on leur donne et sur les documents qu'on leur donne. Très belle mise au point. Merci, qui nous rassure tous. Fait qu'il n'y a pas d'acharnement personnel parce que c'est Jessica ou parce que c'est Steve. Non, 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 non. C'est pour tout le monde. On est très exigeant, mais en échange, ben, votre dossier il est béton quand il est présenté par vos équipes. Yeah. Good. Hey. Oui, vas-y, Yvan. Non, vas-y. Poursuis. Je voulais juste dire, pour faire un petit peu de pouce sur les délais, parce qu'on se le fait demander beaucoup, dans la SCHL en ce moment, je pense que traite des dossiers autour de la mi-juillet. Ils sont peut-être rendus un petit peu plus loin, mais ils nous disent que les délais au niveau de la SCHL, c'est du 8 à 12 semaines facilement. Dans mon expérience, puis en parlant avec une couple de collègues, c'est bizarre, il y a certains dossiers justement qui sont bizarrement plus longs. Il y en a d'autres qui rentrent là, souvent entre 4 et 6 semaines. Fait que c'est très difficile de comprendre une lettre directrice. L'an dernier, à une certaine date, on se rendait compte qu'ils mettaient un accent sur les acquisitions à cause qu'ils ont des délais la plupart du temps fermes. Et puis après ça, les refinancements passaient un petit peu, ils en faisaient un peu de tout, mais il y avait une priorité sur les acquisitions. Mais en ce moment, c'est très difficile à même teinter. Est-ce que c'est la construction, les refinancements ou les acquisitions? On a de la difficulté, mais moi, je pense que tout le monde doit se mettre en tête qu'il y a des délais de 8 à 12 semaines à la SCHL. Puis dans les banques aussi, il faut vraiment prévoir un délai de 4 semaines pour la majorité des banques. Fait que déjà, ça nous mène à un 3 à 4 mois, là, juste pour cette partie-là, plus la partie du montage quand on collecte l'information des clients, puis un 2 à 3 semaines chez le notaire. Fait que c'est des projets maintenant de 5 à 6 mois là, quand on part du début là, jusqu'à la fin, là, où est-ce qu'il y a un déboursé. Puis, donc, ouais. À tenir en compte, moi, je vois 2 choses rapidement, là, puis prenez-le peut-être comme des conseils qu'on vous offre ce midi, mais préparez vos refinancements, parce qu'il y en a qui veulent tout faire. Ah, ben moi, je cherche de l'immobilier cet automne, je vais commencer à refinancer. Préparez vos refinancements d'avance pour être liquide, être prêt à bouger, vous allez être beaucoup plus fort. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, dans le cadre d'une offre d'achat, moi, je propose une technique de salami. Donc, on a toujours plus de chances de manger notre salami en tranches petit à petit que de le voir en entier, de sorte que lorsque on parle de délai de financement auprès d'un vendeur, ça peut lui faire peur de lui dire du 4, 5 mois, 6 mois. Ce qu'on propose au club, souvent, commencer avec une période initiale et rallonger, extensionner cette période-là au fur et à mesure que progresse la transaction. Il va voir votre sérieux, il va avoir eu des étapes comme l'inspection, l'évaluation, l'étude environnementale. Donc, vous allez être avancé, c'est plus facile de rallonger plutôt que de vous faire sortir au début parce que vous avez mis 5 mois de délai. Donc, c'est un des trucs là, qu'on discute souvent au club. Ça évite de faire peur. Puis moi, je n'ai jamais vu personne qui s'est fait refuser une extension de délai à partir du moment que tout est fourni, que tout est du côté du prêteur. Les documents sont envoyés. On attend un délai de traitement à ce moment-là.
Puis, Jean-Pierre, je rajouterais là-dessus que tu as raison. Je pense que ce qui est vraiment important, c'est que l'acheteur crée une belle relation avec le vendeur. Puis s'il faut, ben c'est à travers les courtiers, mais il faut qu'il y ait une bonne relation parce que d'avoir une extension dans le futur, la majorité du temps, nous autres aussi, de notre côté, ils réussissent à les obtenir, mais quand on a des taux qui baissent comme maintenant, puis qu'on va probablement s'en aller parce qu'il manque encore d'inventaire, on va s'en aller dans un marché de vendeurs. Là, dans ce sens-là, des fois, les vendeurs deviennent un petit peu plus réticents à donner des extensions, tout ça. Fait qu'il faut quand même bien se préparer au départ. Puis plus la relation avec le vendeur, elle est bonne, plus on le garde informé, ben plus, comme tu dis, Jean-Pierre, ils vont être enclins à donner une prolongation, une extension du délai pour nous permettre de faire le travail. De toute façon, c'est rarement leur avantage de freiner le système rendu là parce qu'ils vont recommencer pour un autre 4-5 mois. Là, parce que c'est pour tout le monde la même affaire. C'est juste que des fois, il y en a qui vont en profiter avec des demandes de dépôt non remboursables ou des choses qui deviennent un peu contraignantes puis risquées. Mais ceci étant dit, normalement, on arrive à naviguer là-dedans. La relation est importante. Très bon conseil. Merci, Jean-Pierre. Christian, le temps file. Avant d'aller aux petites annonces en rafale que Jean-Pierre va nous faire, on va prendre une autre question, en fait, de Michael Gauthier qui demande, est-ce que les prêteurs virtuels qui n'ont pas pignon sur rue versus ceux qui, comme les RBC, les Desjardins, tout ça, c'est quoi ton constat par rapport à ça? C'est avantageux? Il y a des pour et des contre, évidemment, mais d'avoir ton input là-dessus? Ben, en fait, c'est drôle parce que il y a des gens, justement, ça les inquiète un peu d'avoir un prêteur virtuel ou un prêteur spécialisé comme ça. Il y en a quand même plusieurs, puis souvent, ben, ils deviennent plus compétitifs. C'est sûr que les banques, ils changent leur compétitivité avec le temps. Parce qu'une banque, la façon que ça fonctionne, c'est qu'ils attribuent, ils vont faire de l'attribution de lots de prêts à différents types. Ils peuvent dire, on en a tant pour le terrain, tant pour le multilogement, tant pour tant. Puis à un moment donné, quand ils commencent à remplir leur bassin, ben, des fois, ils vont rendre leur taux un petit peu moins attractif puis être attractif ailleurs. Fait qu'une banque qui est très prometteuse pendant un mois ou deux ou trois sur quelque chose peut devenir moins prometteuse éventuellement. Ça, surtout dans le conventionnel. Puis avec la SCHL, bien, ils continuent à se compétitionner aussi. Mais les banques virtuelles sont la plupart du temps tout aussi bonnes. Des fois, les gens ont peur parce que là, ils peuvent pas rentrer et avoir du service. Mais c'est là c'est pour ça que le courtier existe. Moi, je dis à mon client, arrête de demander du service. Viens voir ton one-stop shop, puis on va tout aller chercher ce que tu as besoin auprès de la banque, puis tout ça. Alors, on aide beaucoup les clients à ce niveau-là. C'est jamais un problème. Des fois, là, c'est plus drôle ce que je vais vous dire, mais des fois, les clients disent, ouais, mais tu sais, j'ai plus confiance en une banque comme, mettons, la Banque Royale ou Desjardins, parce que c'est pignon sur rue, c'est quand même mon argent, puis tout ça. Et je leur dis, oui, je comprends, si tu allais investir 100 000 ou 200 000 ou 300 000, tu vas avoir une banque que tu connais, qui est stable, et tout ça. Mais là, c'est ton prêt. Ça veut dire que si la banque l'a fait faillite, tu es quasiment content. Fait que, tu sais, c'est pas le même angle du tout. Il y en a un qui tu vas porter ton argent, puis l'autre banque, elle vient te donner de l'argent. Fait que faites juste changer votre position. Vous allez voir que finalement, ça vaut peut-être la peine de faire affaire avec des banques qu'on connaît moins, puis tout ça. S'ils sont prêts à vous prêter, puis que les conditions sont bonnes, puis que votre courtier vous l'a déniché, ben, ça vaut la peine d'avancer dans cette voie-là, ou du moins de l'analyser. Pour le bénéfice des auditeurs, tu peux-tu nous en nommer quelques-unes des banques virtuelles? C'est pas toujours clair pour tout le monde. Oui, bien, une des plus connues. Les principales, oui. Oui, c'est ça. C'est People Trust. People Trust, c'est une des plus connues. Ils sont extrêmement compétitifs aussi la plupart du temps. Après ça, il y a MCAP qui vont faire des plus gros dossiers. Il y a Peak Hill, Kingset. Fait que First National. Ben, First National sont comme il y a pas de, c'est virtuel aussi. Mais ils sont proches d'être bancaires. Fait que c'est les principales, là, je dirais. Donc, on passe par le courtier, il va vous envoyer à la bonne place pour être sûr qu'on favorise les chances d'avoir un oui au prêt. On essaie tout le temps d'avoir 3 options. Excuse-moi, Yvan. Non, c'est bon. Vas-y. Ben, j'allais dire, on essaie tout le temps d'avoir au moins 3 choix pour le client.
Fait que là-dedans, souvent, il va y avoir un choix très compétitif au niveau d'une banque spécialisée ou une banque virtuelle. Après ça, il peut y avoir un ou deux choix au niveau de banques qui sont un peu plus connus. Puis là, ben, on regarde les différentes conditions. Ça peut être des conditions au niveau des frais, ça peut être des conditions au niveau de... Tiens, tout le monde a un petit peu sa façon de faire. Il y en a qui vont faire, mettons, ils vont exiger un consultant en assurance pour vérifier la police d'assurance puis s'assurer qu'elle est adaptée au produit, à l'immeuble. Il y en a d'autres qui vont exiger qu'on prenne leur notaire, ben, pas leur notaire, mais un notaire dans leur liste. Il y en a d'autres qui vont exiger des assurances titres. Il y en a d'autres qui vont avoir des frais un petit peu plus élevés, un petit peu moins élevés. Fait qu'on essaie de regarder tout ça. Puis avec le client, on prend une décision pour dire, bon, ben, je pense que ça vaut la peine qu'on regarde cette avenue-là. Puis au bout de la ligne, c'est le client qui décide de toute façon. Super. Excellent, merci. Oui, je reviens pour les gens. Bien important de comprendre que ça peut varier d'un trimestre à l'autre, d'une période à l'autre. Donc, un bon prêteur qui vous a été référé il y a 6 mois, on vous dit, ben, allez à la Laurentienne, ben, c'est peut-être plus le bon prêteur en ce moment pour votre type de prêt à cette date-là. Donc, de là l'importance de traiter avec des gens qui connaissent le marché et qui sont à jour. Absolument. Puis il y a beaucoup, on n'a pas eu le temps d'y toucher, mais tu sais, il y a toute une histoire autour du taux de qualification. Puis quand est-ce qu'on va pouvoir qualifier le prêt officiellement? Puis est-ce qu'il y a possibilité de geler le taux ou de ne pas geler le taux? Il n'y a plus beaucoup de banques qui gèlent des taux en ce moment. Justement, une des raisons pourquoi souvent on va proposer People Trust si ils ont un bon taux, c'est parce qu'ils permettent un gel de taux. Fait que dans certaines circonstances, ça peut devenir vraiment intéressant. Dans d'autres, ça l'est moins. Mais c'est pour ça que le courtier est là, pour aller démystifier un petit peu qui a faim, puis quelles sont les conditions de leur famine. Excellent. Très, très bon. Du gros stock. Excellent. Ben, écoutez, moi, je tiens à vous remercier, chacun d'entre vous, de nous faire confiance, comme à chaque lundi. On essaie de vous apporter le plus de contenu possible pour vous aider. On reçoit des très bons commentaires. Je donnais 2 journées de formation en fin de semaine, vendredi, samedi à Montréal. Puis, il y a quelqu'un qui me dit ça fait une grosse différence dans mon développement. J'écoute ça en podcast. Je réécoute l'événement. Puis, ça me donne beaucoup de valeur, beaucoup de contenu. Donc, c'est pour vous qu'on le fait, puis c'est grâce à vous aussi qu'on continue. Je voulais remercier Sandra également, le Duc Thibault, qui est toujours admirable dans sa préparation de nos événements. Mehdi, qui est en studio, toujours très professionnel. Et aussi Eric, au niveau communication marketing du club. Donc, c'est grâce aussi à eux qu'on essaie de bien paraître à chaque lundi. Voilà, donc, ça sera un rendez-vous le lundi prochain, Yvan, pour le 207e épisode, le 29 septembre, pour discuter des opportunités en Floride avec justement Nicolas Lapointe et Daniel Tremblay. Je cède la parole à Christian, notre invité du jour, que je remercie aussi de sa générosité, beaucoup d'informations. Christian, on conclut ça? Oui, ben merci. En fait, je voulais juste vous dire de ne pas manquer la soirée avec Guillaume Abatiello. J'ai passé une semaine avec en Turquie, puis c'est extraordinaire tout ce qu'il y a à partager. Là, tout le monde va bien apprendre. En fait, je pense que toute la connaissance et l'apprentissage dans tout, là, avec le club, puis tout ça, c'est tellement important de s'informer et d'être à la fine pointe. On ne veut pas faire d'erreurs en immobilier, on va en faire pareil, mais les erreurs sont coûteuses, fait qu'on veut les limiter, puis c'est la formation. Même PMML, nous autres, on a un paquet de vidéos qui sont complémentaires, qui vont venir donner plein d'informations, puis tous les cours du club, tout ça, fait que j'encourage tout le monde à vraiment s'informer. Puis en même temps aussi, s'il y en a, là, mon nouveau rôle me permet d'engager puis de former du monde s'il y en a qui veulent faire le saut en hypothécaire commercial ou même en real estate, en immobilier, appelez-moi, puis on a un super de programme de formation. Excellent. Merci, Christian. Merci de ta fidélité et de gravité autour du club depuis plusieurs années. Merci, Jean-Pierre, pour cette co-animation-là. Tu as fait ça comme maître, comme d'habitude. On vous rappelle, en fait, que les lunchs immobiliers sont disponibles sur les différentes plateformes de podcast, dont Spotify, Balado Québec, donc les plus populaires. On est là sur YouTube également. Donc, nous, on se revoit la semaine prochaine, en fait, avec Nicolas et Daniel. Sur ce, merci beaucoup à tous. Soyez dans l'action. Go, go, go pour cette semaine. À bientôt. Merci. Bye. Tout le monde.